redécouvrir ses compétences ou les découvrir si on parle de jeunes qui n'ont jamais travaillé ou des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps et qui ont perdu confiance en elles. Gagner du temps pour choisir une orientation dans laquelle les personnes voilà, ne vont pas être en échec. Parler des métiers, Eva, c'est un outil aussi qui permet d'ouvrir le champ des possibles et de discuter des métiers qui sont en adéquation avec des compétences, parler de secteurs d'activité, de tâches. Voilà, c'est quelque chose qui ouvre la discussion. Faire ressortir les compétences fortes d'une personne, peut-être au regard d'un projet. Augmenter évidemment les chances de réussite dans une formation, en s'assurant que la personne dispose bien du socle nécessaire pour suivre cette formation ou de maintien aussi dans un emploi. Et alors, un petit bénéfice collatéral, c'est Weva peut aussi être utilisé pour s'entraîner à passer des outils de recrutement en ligne qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreux et donc ils peuvent effectivement être aussi intéressants à cet égard. Aujourd'hui, Eva, c'est un service, voilà, donc comme je le disais, qui a été reconnu à impact national. On a réalisé un peu plus de 164 000 bilans. On a plus de 5 000 structures qui sont enregistrées avec 13 000 professionnels. Et sur la totalité des bilans réalisés, il y en a un petit peu moins de 20% où des difficultés avec les compétences de base ont été identifiées. Voilà, ça c'est à peu près les statistiques globales. Il faut savoir que dans EVA, vous pouvez retrouver pour votre propre structure des statistiques également, donc dans votre compte professionnel, vous allez pouvoir retrouver le nombre d'évaluations, le pourcentage avec des difficultés avec les savoirs de base, et aussi croisé au regard de certaines données socio-démographiques qu'on collecte également. Donc voilà, vous pouvez retrouver aussi à votre échelle ces statistiques dans votre compte EVA. Très rapidement, je ne sais pas si vous y avez participé, probablement une partie d'entre vous l'ont fait. On a récemment envoyé une enquête de satisfaction pour connaître un petit peu votre retour sur l'outil et puis aussi vos attentes, puisque comme je le disais tout à l'heure, Eva, c'est un service qui est sans cesse en évolution et notre objectif, c'est vraiment de créer un outil qui vous serve à vous sur le terrain et que les évolutions qu'on apporte, ce soient des évolutions voilà, qui soient importantes aussi pour voilà, accompagner votre travail terrain. Et donc, on a obtenu la note donc, de 8 sur 10 par plus de 350 personnes. Donc là, on parle des utilisateurs actifs, hein, des utilisateurs d'EVA, avec trois bénéfices principaux que vous nous avez remontés. Le premier, c'est de gagner du temps sur l'accompagnement. Le second, c'est de mieux orienter les personnes vers les dispositifs adéquats. Et le troisième, c'est d'améliorer la qualité de votre accompagnement, notamment justement en utilisant EVA aussi comme un outil pédagogique euh, et de remobilisation. Martin, je te Merci donne la Gaëlle. parole. Merci pour cette rapide présentation. Donc, on vous invite à aller voir sur le site vitrine du service EVA, hein. Vous pouvez vous inscrire à des présentations voilà, qu'on organise régulièrement, qui sont animées par Pauline. Vous avez également des vidéos tutoriels qui sont disponibles sur la chaîne de la NLCI. Vous aurez le lien dans le support à la toute fin du support. Heu, on va enchaîner sur, la livraison du nouveau parcours d'évaluation des compétences, mathématiques, qui est un peu la grande nouveauté, 2025. La semaine dernière, le 20 mars pour être, très précis, le 1er jour du printemps, nous avons livré donc ce nouveau parcours, d'évaluation sur lequel on travaille depuis longtemps. Heu Pas aussi longtemps que, voilà, l'époque à laquelle je vais revenir tout de suite, pour vous parler un petit peu de l'historique d'EVACOB aussi, qui était un outil de la NLCI, et puis de ces modules d'évaluation qu'on met à disposition dans le service EVA. Donc pour revenir un petit peu au début des années 2000, la NLCI a travaillé avec, l'INSEE et avec un laboratoire de l'université Lyon 2 pour développer un module de mesure de l'illettrisme, qui serait intégré dans une grande enquête nationale de l'INSEE.
C'était l'enquête Information et vie quotidienne qui a eu lieu en 2004. Et donc à cette occasion, il y a eu la création d'un module de mesure d'évaluation des compétences qui permet de mesurer l'illettrisme. Quelques années plus tard, en 2007, la NLCI a choisi de transposer ce module de mesure de l'illettrisme au format numérique dans un premier outil qui s'appelait Evado, cofinancé par le CNFPT et la Fondation des caisses d'épargne également. C'était un outil sur CD-ROM, hein, voilà, pour vous rappeler un petit peu la fin des années 2000, qui a eu une diffusion assez limitée. On continue à avancer dans le temps. En 2011, il y a eu une deuxième édition de cette enquête Information et vie quotidienne, toujours en partenariat bien sûr avec l'INSEE, où ce module d'évaluation des compétences a été réutilisé. Et puis, quelques années plus tard encore, en 2019 précisément, euh, d'un côté, la NLCI a lancé une mise à jour de l'outil Evado, enfin, une mise à jour qui allait donner naissance à EvaCob. Et puis en parallèle, côté programme beta.gouv, donc le programme qui porte les startups d'État, Eva est né aussi, alors voilà, toute fin 2018. Et les deux projets ont avancé en parallèle, d'abord de façon séparée. Et puis il y a eu un rapprochement qui s'est effectué petit à petit. Et finalement, Eva a été intégrée au sein de l'offre de service de la NLCI. Et on a amorcé à ce moment-là la fusion entre ces deux outils dont on disposait. EvaCob, qui était plutôt un outil destiné au positionnement avancé des compétences de base, et puis Eva, qui était plutôt un outil de repérage, d'accompagnement, et qui est mobilisé plutôt en début d'accompagnement pour repérer les difficultés et les prendre en compte le plus tôt possible. Donc, depuis 2021, on travaille à intégrer les contenus d'évaluation d'EvaCoop dans Eva. Et depuis la semaine dernière, c'est un chantier qui a abouti, puisque maintenant nous avons quasiment l'intégralité de ce qu'on proposait dans EvaCoop dans Eva. Et puis juste pour la petite histoire, en 2023, donc, il y a eu une nouvelle enquête en partenariat avec l'INSEE qui à nouveau a utilisé ce fameux module. Donc, on voit qu'il y a une continuité dans le temps et une comparabilité au fil du temps de cette mesure de l'illettrisme qu'on propose à la NLCI. Donc voilà pour ce petit historique. Euh, la semaine dernière, on a livré donc ce module d'évaluation des compétences mathématiques. On avait déjà livré le module d'évaluation des compétences langagières il y a quelques années maintenant. Ce nouveau module sur la numératie, donc qui comprend un peu toutes les compétences de connaissance et d'utilisation des données, des informations mathématiques. Il y a également des éléments de compétences cognitives, situation dans l'espace, dans ce parcours. Mais aujourd'hui, on peut avec Eva donc objectiver des situations d'innumérisme, donc de difficultés avec les compétences de base mathématiques. On peut positionner finement voilà, les acquis, les besoins en termes de compétences avec ce parcours. Et en développant ce parcours, on a fait le choix de le rendre le plus compatible possible avec le référentiel CLEA, donc qui est un référentiel qui couvre 7 domaines de compétences dont le domaine 2 est consacré aux compétences mathématiques. Donc, on a essayé de couvrir tout le domaine 2 du référentiel CLEA. Et donc, dans ce parcours place du marché, on va proposer plus de 100 tests qui vont permettre de faire le point sur une trentaine de compétences. Le parcours s'organise autour de trois niveaux qui vont avoir une difficulté progressive. Tous les bénéficiaires ne vont pas avoir tous les tests. C'est un parcours adaptatif qui, en fonction des réponses qu'on va donner aux différentes questions, aux différentes activités proposées, on sera orienté différemment. Donc il y a une difficulté progressive, hein. Plus on répond correctement et plus on va avoir des items qui seront difficiles, des tests qui seront avec une difficulté plus élevée. Et puis on va proposer pour les professionnels, dans la partie interface de gestion du service EVA, une restitution détaillée, plus détaillée d'ailleurs que celle qu'on propose pour la littératie, donc la partie compétences langagières. On va y revenir ensuite. Mais voilà, vous avez ici quelques images de à quoi ressemble ce parcours. On est resté dans une esthétique très colorée, très ludique, même si on est
plus sur vraiment du jeu sérieux comme on l'est sur la partie diagnostic d'Eva. On a essayé de garder quand même cette dimension un peu colorée, un peu cartoon dans ce nouveau parcours. J'en parlais à l'instant, les restitutions de ce nouveau parcours de positionnement, il va y avoir plusieurs étapes, plusieurs niveaux de détail. Le premier niveau, ça va être une synthèse et un positionnement en fonction des degrés de l'ANLCI, les degrés de compétences de base qui sont définis dans le cadre national de référence de l'ANLCI. Donc degrés 1 et 2 de compétences de base. La maîtrise de ces compétences de degré 1 et de 2 degrés 1 et 2 font qu'on est considéré sorti de l'illettrisme ou sorti de l'innumérisme. Et puis un degré 3 où on commence à avoir consolidé un certain nombre de choses, mais il reste des compétences vraiment voilà, à maîtriser parfaitement. Un degré 4 où on a acquis suffisamment de compétences pour être autonome dans la vie quotidienne. On a dans le parcours numératie un quatrième profil, une sorte de voilà, un 4+, qui montre une très bonne maîtrise des bases et qui est lié au parcours qu'on a, au cheminement qu'on a dans le parcours numératie. Si on ne passe pas par les tests de rattrapage, par exemple, et qu'on fait un parcours tout droit, voilà, avec quasiment 100% de réussite, on a un profil 4+. Ça, c'est le premier niveau de détail de la restitution. Ensuite, on va aller un peu plus loin et on va rentrer là dans la comparaison avec le référentiel CLEA. Donc, on est parti du domaine 2 du référentiel CLEA et dans ce domaine 2, il y a 5 sous-domaines et on va présenter les résultats en fonction de ces 5 sous-domaines avec un pourcentage de réussite en fonction du nombre de tests qui sont proposés. Donc on va avoir voilà, synthèse, puis les 5 sous-domaines du référentiel CLEA. Et si on descend encore dans le détail, on va avoir vraiment critère par critère des sous-domaines. Chaque sous-domaine, il y a plusieurs critères, plusieurs compétences qui vont constituer ce sous-domaine. Et on va tester un peu compétence par compétence et présenter les résultats aussi, compétence par compétence. Voilà, donc vous avez un exemple ici sur le sous-domaine 2.3 où il y a 7 compétences qui font partie de ce sous-domaine. Dans EVA, on ne va pas pouvoir tout tester. Il y a certaines choses voilà, qui ne sont pas testées par EVA parce qu'on est limité du fait qu'on est un service numérique. Voilà, les certifications CLEA et les évaluations qui ont lieu dans le cadre d'un parcours CLEA se font en général voilà, en présentiel et prennent beaucoup de temps pour couvrir tous les domaines. Pour exemple, retranscrire un raisonnement mathématique à l'oral, c'est quelque chose qui est très compliqué à tester avec un outil numérique où on ne va pas pouvoir capturer ce que le ou la bénéficiaire va pouvoir dire d'un raisonnement mathématique. Donc, il y a certains éléments qu'on ne couvrira pas, mais sur les 25 critères, on en couvre 20 dans EVA. Et on réfléchit déjà à voir comment on peut couvrir les 5 qui nous manquent pour l'instant. Donc ça, c'est le deuxième niveau de détail. Pardon, le troisième niveau de détail. Il y en a un quatrième où on va pouvoir vraiment travailler question par question, compétence par compétence, avec un export qu'on peut exploiter dans un tableur. Donc voilà un petit peu pour une vision de la restitution qu'on propose sur la numératie. Petit rappel sur la partie littératie, compétences langagières, c'est un autre parcours qui est déjà disponible dans EVA depuis un certain temps. On propose ce même principe de synthèse et puis après rentrer dans des sous-compétences, ici lecture, compréhension, production, où on va avoir un sous-profil pour chacun de ces 3 domaines de compétences. Mais on n'a pas un même niveau de détail sur la littératie comme on l'a dans la numératie. Par contre, ça fait partie des choses sur lesquelles on va travailler pour essayer d'aligner les restitutions de ces 2 parcours. Mais actuellement, si vous utilisez les 2 parcours, vous n'aurez pas le même niveau de restitution. Donc voilà un petit peu sur la présentation de cette grande nouveauté, hein, avec ce nouveau parcours. On pourra en reparler tout à l'heure, mais on complète l'offre positionnement disponible dans EVA. Ça veut dire de nouveaux usages possibles hein, du service EVA. Ça signifie également la fin de l'exploitation d'EVACOB, qui servait ce rôle voilà, d'outil de positionnement. Maintenant, c'est EVA qui fait tout. Euh, Est-ce qu'on peut faire une petite pause pour quelques questions? Une Alors, il y a une question. première, pardon.
Vas-y, je t'en Une prie. première question sur Pascal Lucas. Est-ce que l'outil peut être utilisé pour du recrutement? Autrefois, ce n'était pas le cas. Ce n'est toujours pas le cas. Donc Eva, c'est un outil qui n'est voilà, pas, on ne peut pas l'utiliser dans le cadre voilà, de recrutement. C'est un outil qui est là pour accompagner les personnes qui sont voilà, en difficulté avec les compétences de base pour mieux les insérer et pas pour les stigmatiser encore plus. Donc, c'est toujours pas possible voilà, d'utiliser Eva pour du recrutement. On est en train de travailler, de réfléchir de plus en plus à des cadres spécifiques d'utilisation d'Eva dans les entreprises, mais voilà, c'est vraiment pour du recrutement, ça, c'est pas le cas et ça le sera jamais. Voilà, déjà pour répondre à une première question. Euh, on a des questions sur les conditions, on va dire, de passation. Est-ce que c'est en collectif, en individuel accompagné? Donc, vous pouvez faire passer Eva en collectif ou en individuel. Ça va vraiment dépendre des cas de figure. Mais Eva, c'est un outil qui est accompagné et qui ne doit pas être passé par les personnes seules chez elles. Tout ça, on le précise bien hein, sur les sessions de présentation qui sont organisées. Donc, je vous ai mis les dates dans le chat. Euh, on vous les remettra. Voilà, c'est un outil accompagné qui doit être, notamment quand les personnes sont repérées avec des difficultés, aussi accompagné sur une restitution quand c'est possible, vraiment au maximum. Une autre question, Martin, pour toi, le niveau de passage en numératie étant adaptatif, si un jeune passe tous les niveaux, combien de temps dure la passation? Alors normalement, on a calibré le parcours pour que voilà, une passation n'excède pas 30 minutes. Dans un cas un peu particulier où la personne passerait à la fois, alors peut-être très rapidement pour décrire un petit peu, et ça répond à une question que j'ai vu passer également. Le parcours numératie va s'organiser avec 3 niveaux, je l'ai dit, et dans chacun de ces niveaux, il y a une branche principale et une branche rattrapage. On peut passer par la branche principale et puis passer au niveau suivant en fonction de son score. Si on a un score suffisant, on passe au niveau suivant. Si on n'a pas un score suffisant, on peut être retesté sur les compétences qu'on a testées dans la branche principale. Du coup, sur le niveau 1, on peut passer par le principal, puis par le rattrapage. Passer au niveau 2, on passe par le principal, on passe par le rattrapage. Donc, en fonction de notre niveau, en fonction des réponses qu'on va donner, la passation va durer plus ou moins longtemps. Ce qu'on a pris en compte, c'est que les personnes les plus en difficulté vont, arriver au bout de la passation voilà, si une personne ne peut pas passer au niveau 2, la passation va s'arrêter, et une personne très en difficulté aura tendance à finir, voilà, assez tôt dans le parcours. Par contre, une personne moins en difficulté ira plus loin dans le parcours, mais plus rapidement également. Donc voilà, on l'a lancé la semaine dernière. On a calibré un peu les choses pour que ça dure à peu près 30 minutes, mais quand on aura suffisamment de passations, on pourra aussi voir si on est bien dans les 30 minutes prévues ou si ça dépasse ou si au contraire c'est moins. Et auquel cas, on pourra essayer d'adapter un petit peu les questions, les parcours pour réduire le temps de passation. Mais on est à peu près sur une demi-heure côté compétences mathématiques, une demi-heure côté compétences langagières. On a une autre question sur le détail, on va dire, de la restitution. Est-ce que bon, la restitution telle qu'elle est proposée par la numératie, est-ce qu'on aura aussi ce niveau de détail pour d'autres compétences, notamment lecture, écriture? Et après, il y a effectivement aussi enfin, dans la question d'autres compétences transversales, mais Mhm. peut-être déjà sur la partie littératie, si tu veux. Sur la partie littératie, donc vraiment un travail spécifique qu'on a fait avec le parcours numératie, là, c'est d'établir cette correspondance avec le référentiel CLEA. Pourquoi le référentiel CLEA? Parce qu'il existe un travail qui a été fait autour du référentiel CLEA qui met en face de chacun des critères de ce référentiel des degrés, les fameux degrés de compétences de base définis par la NLCI. Donc ça nous a vraiment été utile pour répartir les compétences dans les différents niveaux, mais c'est pas un travail qu'on avait fait sur l'intégration du parcours littératie. Le parcours littératie, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait du copier-coller quasi, voilà, quasi parfait entre Eva Cobb et Eva.
pour garder cette comparabilité du fameux module dont j'ai parlé tout à l'heure, développé au début des années 2000 avec l'INSEE et l'Université Lyon 2, garder cette comparabilité au fil du temps et donc ne pas bouger la méthodologie d'évaluation, voilà, le fonctionnement en fait de cet outil de mesure. Aujourd'hui, on se pose la question de repasser sur ce parcours, quitte à perdre cette comparabilité avec les enquêtes INSEE, mais peut-être rafraîchir aussi ce module d'évaluation pour le rapprocher, pourquoi pas aussi du CLEA ou d'autres référentiels. Là, en allant vraiment dans le détail avec la numératie, ça nous ouvre aussi des portes qu'on n'avait pas forcément envisagées au moment d'intégrer la littératie. Donc, à moyen terme, je pense, on pourra proposer un niveau de détail à peu près aussi élevé que ce qu'on propose pour la numératie, avec le parcours qu'a fait de la place, donc les compétences langagières. Pour ce qui est des compétences transversales et du volet un peu diagnostic, repérage des difficultés avec les compétences de base, on y reviendra tout à l'heure, puisque ça fait partie des perspectives et des projets qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui. Mais pour l'instant, c'est pas prévu d'aller dans un même niveau de détail sur les autres domaines du CLEA qui concernent les compétences transversales. EVA, c'est un outil dédié à l'évaluation des compétences de base, au repérage des difficultés avec les compétences de base. Il y a d'autres outils qui existent, qui sont très bien faits et qui couvrent tous les domaines du CLEA, les 7 domaines du référentiel CLEA. Pour l'instant, ce n'est pas une priorité, en tout cas pour nous, de travailler sur les compétences transversales. Alors, il y a plusieurs questions sur la partie mobile. Donc ça, on va pas y répondre juste parce que ça sera détaillé justement juste après. Euh, il y a pas mal de personnes qui demandent aussi concrètement comment faire pour intégrer du coup la numératie dans les parcours. Peut-être que Mhm. on pourra prendre un temps pour partager peut-être l'écran pour vous montrer à ce moment-là. Il y a une personne qui demande, donc on a aussi deux questions côté typologie euh, des bénéficiaires. Est-ce qu'on peut faire passer EVA à des personnes en français langue étrangère et est-ce qu'on peut faire passer EVA à des enfants ados? Alors, pour des personnes en situation, enfin des personnes allophones, donc qui relèveraient plutôt du français langue étrangère, le volet diagnostic d'EVA, les modules diagnostic, compétences de base, sont étalonnés en lien avec les référentiels européens, donc le CECRL, qui est un référentiel de langue étrangère. Donc la partie diagnostic vraiment de EVA, par opposition au volet positionnement, hein, avec des modules un peu plus longs et qui vont plus dans le détail, la partie diagnostic peut être tout à fait pertinente pour des personnes allophones. Il y a quand même besoin d'une maîtrise minimum du français, de la compréhension du français à l'oral, pour pouvoir utiliser l'outil, parce qu'il y a des consignes, des questions, des propositions de réponses qui sont données en français. S'il n'y a pas cette maîtrise du français, il n'y a pas de traduction actuellement des tests dans EVA. Donc il faut cette maîtrise minimum du français. Pour les personnes voilà, qui relèveraient plutôt de la scolarité, voilà, moins de 16 ans, EVA n'est pas non plus un outil qui a été conçu pour ce public-là, mais bah, de plus en plus, on a des établissements scolaires qui s'en emparent pour, par exemple, proposer des parcours dans le cadre de CAP, de BEP, à des jeunes et pouvoir faire le point comme ça sur leurs compétences de base avec une modalité d'évaluation qui est un peu plus ludique ou qui sort un peu du cadre scolaire. Donc, c'est un peu à vous de voir aussi dans quelle mesure vous allez mobiliser EVA pour tel ou tel public. Heu, Actuellement, EVA est vraiment destiné aux personnes qui pourraient potentiellement relever de situations d'illettrisme ou d'innumérisme, donc des personnes qui ne sont plus scolarisées, qui sont sorties de la scolarité, sans avoir maîtrisé les compétences de base. Voilà, ça ne ferme pas les portes pour une utilisation avec d'autres types de publics, mais en tout cas, l'outil est étalonné pour voilà, un public adulte qui a été scolarisé à un moment. Mais c'est vraiment à vous de vous en emparer et de voir qu'est-ce qui sera pertinent pour les personnes que vous accompagnez. Il y a aussi plusieurs questions qui parlent en fait de la difficulté ou du besoin d'expertise pour faire des restitutions.
Donc là, c'est plus une remarque, on va dire. Enfin, voilà, quelque chose qui est revenu plusieurs fois, avec peut-être enfin, la proposition de faire un webinaire pour pouvoir justement spécifiquement parler de comment restituer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une personne aussi qui nous a demandé quelle était la différence entre un accès professionnel payant et un accès professionnel gratuit. Il n'y a pas de différence, il n'y a qu'un seul type d'accès et il est gratuit. Voilà, donc je ne sais pas à quoi vous pensez en particulier, mais voilà, on n'a pas d'accès professionnel payant. Euh, L'usage de la calculatrice, est-ce qu'elle est autorisée, interdite pour C'est la une bonne question. numératie? Voilà, c'est une bonne question parce que dans le référentiel Cléa, typiquement, sur la partie calcul, il y a les deux dimensions, calcul mental et calcul avec calculatrice. Euh, le travail dont j'ai parlé tout à l'heure de mise en relation du référentiel Cléa et des degrés de la NLCI sépare justement ces deux types de réponses. Voilà, où du degré 1, on serait une réponse en utilisant la calculatrice. Et si on le fait en calcul mental, on serait peut-être plutôt du degré 2. Voilà, je grossis le trait, mais nous, en tant que service numérique, on ne va pas pouvoir contrôler que vous utilisez la calculatrice ou pas. C'est au moment de la passation qu'il faut peut-être prendre un temps de brief avec les bénéficiaires pour leur dire, voilà, sur les niveaux 1, niveau 2, normalement, les calculs qui sont proposés peuvent être réalisés sans calculatrice. Au niveau 3, il y en a un ou deux qui nécessitent éventuellement la calculatrice, même si on propose aussi une aide sur ces items-là, sur ces tests-là, en proposant les formules voilà, à appliquer pour résoudre les calculs. Ça va plutôt être une information pour vous, l'utilisation ou non de la calculatrice. Aujourd'hui, n'importe qui a une calculatrice sur un téléphone portable ou voilà, sur l'ordinateur. Il suffit de faire une petite bascule entre deux fenêtres et on peut utiliser la calculatrice. Donc, pas de restriction sur l'usage de la calculatrice. Simplement, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez prendre en observation au moment de la passation. On a une autre question sur est-ce que on peut faire passer Eva alors sans aide sonore ou enfin voilà la question de l'audio. Donc aujourd'hui il faut toujours des écouteurs pour passer Mhm. Eva, que ce soit sur le positionnement et le nouveau module numératie ou sur le reste du parcours. Euh, et donc on ne peut pas avoir, enfin on peut pas zapper l'aide sonore parce que voilà pour la simple et bonne raison que euh, justement voilà, toutes les personnes doivent pouvoir comprendre les consignes. On a une autre personne qui nous posait une question sur passer Eva en situation d'innumérisme. Alors Eva est un outil numérique, donc quand il y a des situations d'innumérisme avérées, enfin que vous les connaissez d'avance, euh, c'est pas voilà, Eva est pas recommandée. Euh, Même s'il n'y a pas besoin d'avoir de très grandes compétences numériques avec Eva, hein, il y a quand même besoin de savoir faire les manipulations de base avec l'outil. Et donc, d'ailleurs, c'est ce que vous pouvez tester avec un petit module facultatif. Euh, voilà, mais donc vraiment pour des situations d'innumérisme. Donc, Eva, sinon aussi, est disponible et peut être passée aujourd'hui sur tablette. Donc, si les personnes sont plus à l'aise avec le tactile, c'est possible de faire passer Eva sur tablette, pas sur téléphone, on en reparlera juste après, pas encore. Euh, et voilà. Une question de Bastien sur l'adaptation du service pour les personnes en situation de handicap ou qui auraient un daltonisme, par exemple. Normalement, sur les parcours de positionnement, enfin, la vision des couleurs ne va pas poser de problème. Pour ce qui est de l'adaptation à d'autres types de handicap, on est limité par ce qu'on peut faire en termes d'outils d'assistance. On peut, dans certains cas, on ne peut pas mettre d'outils de lecture d'écran, par exemple, dans certains cas, quand on va évaluer les compétences en lecture. Donc, c'est un vrai sujet. Actuellement, on travaille, on en parlera tout à l'heure, sur le côté accessibilité de l'interface pro. Il y a des choses qu'on peut faire côté bénéficiaire et on va sans doute en mettre un certain nombre en place dans les mois qui viennent, en particulier sur la couleur.
côté compétences transversales, puisque je pense que votre question fait référence au tri des bonbons, au tri des biscuits, qui sollicite justement cette capacité à différencier les couleurs. Mais pour l'instant, normalement, les deux parcours de positionnement ne vont pas poser de problème pour des personnes daltoniennes. Pour des personnes malvoyantes, non-voyantes ou qui ont des problèmes d'audition, la question se pose et ce ne sera pas forcément l'outil le plus adapté. Donc à voir qu'est-ce qui sera, encore une fois, pertinent avec les publics que vous accompagnez. Euh, pour répondre On a une rapidement à Pauline, question. voilà, Oui, sur voilà. utiliser EVA comme test de positionnement à l'entrée en formation en CAP, oui, tout à fait, c'est un des rôles d'EVA, on va d'ailleurs en parler. On reviendra, il y aura un autre temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Mais oui, tout à fait, c'est une des fonctions d'EVA. Il y a une Euh, toute dernière question qui a été posée oui. plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est vers la même personne, mais est-ce qu'on peut interrompre la passation et la reprendre le lendemain, par exemple, ou plus tard? La Alors, réponse est non. la Pas réponse est non. encore, en tout cas. Euh, voilà, Gaël le disait tout à l'heure, mais on a réfléchi à faire d'Eva un service le plus facile à prendre en main possible, et entre autres pour les bénéficiaires. Les bénéficiaires n'ont pas à se créer de compte utilisateur dans Eva. Ils se connectent sur un navigateur et ils lancent un parcours d'évaluation avec un code que leur a donné la personne qui les accompagne. Ce qui veut dire qu'elles ne peuvent pas se déconnecter, se reconnecter et retrouver leur progression, puisque tout simplement, elles ne sont jamais connectées. Voilà, elles font Une juste un session qui est parcours. enregistrée. Voilà, et c'est une session qui est enregistrée et qui doit être faite en une seule fois, d'une seule traite. Alors on peut lancer plusieurs fois les parcours, hein, il n'y a pas de limite. Euh, Justement, il n'y a pas de compte, donc c'est pas comme si on avait un message disant non, vous avez déjà fait ce parcours, vous ne pouvez plus le faire. Là, on peut le relancer autant de fois qu'on veut, mais on ne peut pas sauvegarder la progression, entre guillemets. Voilà, mais par contre, effectivement, ce qui est possible, hein, c'est là, avec le parcours positionnement, donc qui va comprendre la littératie et la numératie, vous pouvez les dissocier et faire passer d'abord une première fois la littératie, puis par exemple quelques jours plus tard la numératie, puisque ce sont voilà, deux restitutions qui sont dissociées. Vous n'êtes pas obligé de faire le bloc français-maths en même temps, quoi. Ça, c'est déjà une possibilité qui n'était pas permise jusque-là avec le diagnostic, donc qu'on me met avant le prépositionnement. Euh, donc là, c'est déjà voilà, quand même possible de couper un petit peu le positionnement en deux parties. Je vous propose d'avancer, puis on reviendra un petit peu sur les questions voilà, en fin de webinaire. On vous a présenté donc ce nouveau parcours positionnement. On reviendra sur donc l'autre volet un peu des chantiers produits 2024 et en particulier l'accessibilité. Avec ce nouveau parcours de positionnement, il y a des nouveaux usages qui sont possibles dans EVA. Donc aujourd'hui dans EVA, vous avez vraiment deux grands volets, deux grands types de programmes d'évaluation. Le volet diagnostic, ce sont un peu les modules historiques de EVA, époque Startup d'État, les modules de repérage des difficultés avec les compétences de base, les modules d'évaluation des compétences transversales. Donc ce volet diagnostic a vraiment deux rôles: repérer les difficultés le plus tôt possible et valoriser les compétences, en particulier les compétences transversales, pour redonner confiance aux personnes, les remobiliser, dédramatiser d'éventuels diagnostics d'illettrisme ou d'innumérisme. Donc ce sont plutôt des modules à utiliser, un type de programme à mobiliser en début de parcours d'accompagnement. Vous avez actuellement donc deux grands parcours, un parcours compétences de base, un parcours compétences transversales. C'est 25 minutes, à peu près 30 minutes pour chacun de ces deux parcours. Ce qu'on préconise, nous, c'est de programmer les deux en même temps. Comme ça, vous avez à la fois les éléments d'évaluation et les éléments de valorisation, de remise en confiance. Vous avez aussi la restitution à un seul endroit, puisque comme on le disait juste à l'instant, comme il n'y a pas de compte bénéficiaire, si vous faites plusieurs passations, il faut rapprocher les restitutions. Actuellement, c'est le cas, mais on y reviendra également tout à l'heure. À noter que à l'origine, donc EVA, les modules diagnostiques donc, sur les compétences de base positionnent selon le CECRL et le CNEF, qui sont les deux référentiels compétences de base européens. Le référentiel CECRL est plutôt un référentiel de langue étrangère. Quand on a intégré EVA au sein de la NLCI, on a mis en place une correspondance avec les degrés
de la NLCI, mais on est sur une correspondance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez un positionnement directement en fonction des degrés de la NLCI, le meilleur choix, ça va être les modules de positionnement. Ils sont plus longs, ils vont plus dans le détail, mais vous allez avoir un positionnement qui est parfaitement en cohérence avec le référentiel RCCSP de la NLCI et ou le CLEA. Les modules diagnostiques, voilà, ils sont parfaitement fiables sur ce positionnement CE-CRL, CNEF, et c'est une correspondance qui est proposée avec les degrés. Voilà, c'était juste un rappel qu'on souhaitait faire. Donc, premier volet, le diagnostic, et puis deuxième volet, maintenant, le positionnement complet avec les compétences langagières, les compétences mathématiques. Là, on est plutôt sur un outil à destination des professionnels de la formation pour du positionnement à l'entrée, voilà, faire le point sur les compétences acquises, les compétences à consolider, personnaliser les objectifs pédagogiques, les contenus de formation, et puis faire également d'autres temps d'évaluation en cours de formation ou à la fin de la formation, faire du test, retest pour évaluer les progrès. Donc ça, c'est un peu une nouveauté aussi qui est apportée par ce voilà, ce type de programme positionnement consolidé. Donc, compétences langagières 30 minutes, compétences mathématiques et cognitives 30 minutes. Attention à la durée des sessions d'évaluation que vous allez proposer. Vous pouvez, en tout cas, vous pourrez très prochainement faire les deux en une seule fois. Mais voilà, faites attention à la fatigue des bénéficiaires quand on passe déjà une demi-heure devant un outil numérique. Il est possible de faire des pauses hein, sur le positionnement. C'est moins le cas sur le diagnostic qui prend en compte le temps de passation. Le positionnement ne prend pas en compte le temps de passation, mais seulement les réponses aux questions. Donc voilà, gardez en tête que la durée peut être un peu longue quand on atteint une heure, même si ça dépasse parfois pour certaines personnes en difficulté. Mais voilà, avec le positionnement à la fois des compétences langagières, des compétences mathématiques, on peut tout à fait envisager ce système de test-retest qui va permettre de mesurer les progrès en cours de formation et donc d'adapter peut-être le programme de formation et puis à l'issue de la formation pour faire une mesure des progrès finales. Ces 2 volets, diagnostic et positionnement, finalement, ça rejoint un peu ce que vous nous avez, fait remonter, dans l'enquête de satisfaction. On a posé la question de pourquoi, vous utilisiez EVA et on voit que les 2 réponses principales, sont repérer, objectiver, des difficultés avec les compétences de base et dans un deuxième temps, connaître le niveau de compétences de base en début de formation. On est vraiment bien là sur, bah, ces 2 jambes du service EVA, diagnostic et positionnement. Accompagner les bénéficiaires dans leur projet global et orienter vers des formations adaptées. Hem, on est, très heureux que le service EVA puisse aider, dans ce sens, même si pour l'instant on aurait besoin, nous aussi, de nous améliorer sur ces volets-là et ça fait partie des chantiers sur lesquels on souhaite travailler en termes de préconisation, une fois qu'on a repéré des difficultés. Remobiliser les personnes, leur redonner confiance, on est vraiment sur les modules compétences transversales qui ont ce rôle-là dans EVA. Et puis voilà, positionner précisément les compétences, on est vraiment aussi sur les modules de positionnement. Donc pour l'instant, ce que vous nous dites, c'est qu'on ne part pas dans la mauvaise direction. On va continuer à, construire un petit peu notre plan de développement du service en fonction de vos retours. Et on vous proposera d'ailleurs de contribuer, rapidement, tout à l'heure, en nous faisant part de vos retours sur les projets qu'on a. Gaël, je vais juste te laisser, parler rapidement de l'autre gros chantier de 2024, un chantier moins visible, que ce nouveau parcours positionnement, mais très important également. Oui, alors en 2024, on a mené un chantier de mise en conformité de l'interface professionnelle d'EVA avec les normes d'accessibilité et également on va dire, du passage au design système de l'État, hein. Donc, vous avez peut-être constaté un changement du design de l'interface professionnelle d'EVA si vous l'utilisez, donc avec un design qui ressemble plus au site en fait, étatique. Donc, au-delà de ces couleurs, on a effectivement travaillé, donc on est encore en cours, hein, c'est pas complètement fini, mais on a travaillé à lever les principaux points
de blocage de l'accessibilité donc, du service pour que des professionnels donc de l'insertion, de la formation, qui sont en situation de handicap visuel, puissent utiliser voilà, l'interface professionnelle d'EVA. Donc voilà, c'est un gros chantier qui est en fait un petit travail de fourmi. En tout cas, si vous avez dans euh, vous-même ou vos collègues, vous êtes dans cette situation, moi je suis absolument favorable à ce que vous puissiez nous contacter, rentrer en contact avec nous éventuellement pour nous faire des retours parce que ça pourrait voilà, vraiment nous être précieux. Donc si jamais vous avez des collègues ou si vous-même vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas voilà, à nous contacter. Donc là, on est vraiment, je le répète, hein, sur l'interface professionnelle pour vous en tant que pro pour faire passer EVA. Et là, prochainement, on va également sortir donc, le nouveau site vitrine d'EVA, également en fait aux normes d'accessibilité. Voilà pour cette partie. Martin a en partie répondu sur on va dire la mise en accessibilité du parcours. Donc, on va effectivement pouvoir travailler sur quelques points, mais pas sur la totalité du parcours pour le moment, en tout cas. Merci. Merci Gaël. On vous propose maintenant de passer un petit peu aux perspectives, hein, aux projets qu'on a pour Eva, maintenant qu'on a livré ce parcours place du marché et qu'on a conforté la dimension positionnement d'Eva. On a posé la question également lors de l'enquête de satisfaction. Et les retours qu'on a eus, voilà, alors c'est pas très ma diapositive un peu dérapée, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Donc les retours que nous avons eus sur les chantiers produits à mettre en place de façon prioritaire, voilà, pour 47 c'était de, rendre les parcours, fiables sur téléphone portable, utilisables et fiables sur téléphone portable, et également des parcours plus rapides. Donc ça va constituer un peu un premier volet, de chantier. Heu, pour 40 ce qui était important, c'était de mettre à disposition plus de ressources pédagogiques dans le service. Donc ce sera un deuxième volet. Pour 35 vous nous avez, suggéré de, voilà, mettre une priorité sur le test-retest, de faciliter cet usage, développer des fonctionnalités qui permettraient de faire du test-retest facilement, de visualiser facilement les progrès des bénéficiaires. Et puis également pour 35 des répondants, d'améliorer le volet statistique, qu'on met à disposition dans l'outil, les fonctionnalités de suivi, en particulier suivi de cohorte, suivi par campagne, et cetera. Donc ces retours, voilà, on les a entendus et ils se traduisent par des projets, d'amélioration du produit. 4 projets dont on voulait vous parler rapidement. Donc pour répondre un petit peu à la demande sur, l'adaptation des parcours sur téléphone portable, raccourcissement des modules diagnostiques, on envisage de refondre les 3 jeux, du volet diagnostic qui permettent de positionner, de faire ce premier repérage, des difficultés avec les compétences de base. Donc on parle des jeux maintenance, livraison et objets trouvés. L'idée, ce serait de créer un nouveau parcours pour remplacer ces modules ou pour venir en complément de ces modules, d'utiliser un algorithme adaptatif, qui, permettrait de gagner du temps en fonction des réponses données par les bénéficiaires. Il y aura une sorte de tirage de tests, d'activités, qui correspondrait au niveau, repéré jusqu'au moment voilà, de l'item. Donc c'est un système qui est utilisé entre autres, par exemple, chez Pix, pour celles et ceux qui connaissent, cet outil. Ça permettrait de gagner du temps, d'équilibrer aussi, l'évaluation entre compétences langagières, compétences mathématiques. Aujourd'hui, il y a voilà, un certain déséquilibre. On teste plus les compétences langagières sur ces, modules diagnostiques. Et puis voilà, un parcours qui pourrait être utilisable et conçu dès le départ pour être utilisable sur smartphone, et éventuellement la possibilité de créer des déclinaisons de ce parcours avec différents contextes. Donc voilà un petit peu les idées qu'on a pour ce volet, ce projet, produit, de refonte du parcours diagnostic en espérant que ça réponde un petit peu aux demandes, qu'on a eues. Et puis deuxième grand, projet,
toujours en réponse voilà, à la demande, plus de ressources pédagogiques à disposition. Eh bien, ça fait un moment déjà qu'on travaille sur ces éléments-là, mais on a pour projet de mettre à disposition des éléments, des ressources pédagogiques dans EVA. Par exemple, un guide, pour faciliter l'accompagnement des personnes en situation d'illettrisme, des informations sur les référentiels, sur les parcours, sur l'exploitation des restitutions, des contenus de sensibilisation aussi, à l'illettrisme, à l'innumérisme de façon un peu plus générale et cetera. Ce qu'on vous propose, puisque, voilà, on a eu ce retour, suite à l'enquête voilà, un besoin de plus de ressources pédagogiques et ce qu'on vous propose, c'est de nous faire part de, voilà, de quelles ressources, vous avez besoin dans EVA. Donc on vous propose de vous connecter sur, voilà, WooClap, et de contribuer, de nous envoyer un petit peu les différentes ressources que vous souhaiteriez qu'on voit intégrées, dans EVA. Je vais vous mettre l'adresse URL dans la conversation et puis vous pouvez utiliser Je également viens de le le faire. ah ben super, merci Gaël et je vais aller lancer du coup, la question dans WooClap Alors, certains que je d'entre vais vous, vous avez déjà fait des retours hein, sur les ressources, notamment sur la partie restitution. Où vous avez aussi posé la question sur enfin, les liens entre les référentiels CLEA et la NLCI. Mais n'hésitez pas à le remettre voilà, dans le WooClap. voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran pour celles et ceux qui ne vont pas sur cet outil tiers. L'idée, c'est de collecter, voilà, des retours, on le visualise, sous format d'un nuage de mots. On ne va pas forcément l'exploiter, là, pendant ce webinaire, mais nous, par contre, on va, garder toutes vos réponses et ça nous permettra de prioriser, les éléments qu'on mettra à disposition dans le service. Heu, voilà, on voit quand même qu'il y a le mot référentiel qui revient très souvent, des éléments sur le positionnement, ça bouge dans tous les sens. Voilà, donc on travaille en direct avec les professionnels aussi sur ces différents chantiers produits dont on va parler, dont on va continuer à parler. Entre autres, voilà, avec, certaines régions, Bourgogne-Franche-Comté, entre autres avec, la protection judiciaire de la jeunesse. Je cite quelques expérimentations qu'on a lancées actuellement, simplement pour, voilà, rappeler on conçoit l'outil, on développe l'outil en fonction des retours du terrain et même si on n'est plus officiellement dans le programme des startups d'État, on garde cette philosophie et on continue à essayer voilà, de maintenir un petit peu les principes du manifeste beta.gouv, des principes de transparence, d'agilité, de construction du service en fonction des retours du terrain et non pas déconnecté, voilà, que ce ne soit pas un service imaginé au national, par quelques grosses têtes qui penseraient que c'est la solution, adaptée alors que pas du tout. Donc voilà. On va, laisser ce nuage de mots et on a déjà, rapidement ça reste référentiel, positionnement, les résultats, mais On on va affiche étudier parcours aussi souvent, j'ai l'impression, peut-être pour voilà, donner un peu des guides sur les types de parcours. Euh, voilà, en tout cas, merci beaucoup pour, cette contribution, hem je vais laisser du coup la parole à Gaël qui va vous parler des 2 autres, grands chantiers produits, qu'on envisage pour 2025-2026 et en particulier ce que vous avez demandé également en termes de test-retest. Voilà, alors effectivement, l'idée, c'est que, alors, on a aujourd'hui, hein, puisque l'usage d'EVA, puisque voilà, change aussi en fonction des typologies de structures qu'il utilise, et donc avec notamment on va dire la finalisation du parcours positionnement, on a de plus en plus d'organismes de formation qui utilisent EVA et pour lesquels le test-retest est intéressant, donc à savoir voilà, de positionner une personne à un moment donné, et puis de pouvoir la repositionner à un autre moment, et de voir effectivement voilà, ses progrès. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on va travailler sur cette année 2025 et en 2026. L'idée, c'est de pouvoir voilà, mettre en perspective deux passations, de faciliter le rapprochement entre ces deux passations, de rendre visuel le progrès,
de pouvoir aussi, par la contextualisation, varier les parcours, enfin les questions qui sont posées, et aussi de pouvoir fournir du coup aux professionnels, euh, au travers justement de ce rapprochement et de cette visualisation des progrès, une sorte de document de preuve, hein, dont vous pouvez avoir besoin, notamment euh, avec voilà, des contrôles qualité comme Calliope par exemple, quand vous faites appel, quand vous répondez à des marchés en fait régionaux, de pouvoir voilà, vous fournir de manière automatisée voilà, de la documentation qui vous permettra voilà, de faire preuve des progrès de la personne. Alors, j'ai vu pas mal de pouces et de claps, donc a priori, vous trouvez que voilà, ça vous sera utile, donc ça, c'est super. Donc voilà, le test-retest dont parlait Gaël est déjà possible, hein, et on est vraiment preneur de tous les retours que vous pourriez nous faire sur ce sujet, sur votre usage d'Eva pour réaliser du test-retest. Oui, c'est-à-dire Euh, qu'aujourd'hui, vous pouvez le faire finalement en faisant passer deux fois une personne Eva, et je pense que, enfin, on le voit hein, dans les usages que certains d'entre vous le faites déjà, et ce que vous devez certainement probablement faire, c'est imprimer la première passation, et puis regarder par rapport à la deuxième passation. Là, l'idée, c'est de vraiment faciliter à l'intérieur du produit voilà, cette comparaison entre deux moments de passation d'une personne et voilà, de la rendre visuelle et de fournir en fait voilà, ces éléments de preuve. Voilà, le projet qu'on envisage, c'est d'améliorer le suivi. C'était vraiment pour répondre à cette demande d'améliorer le suivi, en particulier le suivi de cohorte, le suivi de campagne. Ça répond à un certain nombre de questions aussi que j'ai vu passer dans l'onglet questions-réponses sur est-ce qu'on peut partager de l'information interstructure, est-ce qu'on peut voilà, suivre un peu une promo entière, une classe entière. Et là aussi, on va avoir besoin un petit peu de vos idées, de vos suggestions. Donc, je vous propose de retourner sur WooClap, donc toujours avec le même, ça tombe bien, c'est le même code barre et la même adresse URL pour répondre à la deuxième question que je vais lancer tout de suite. Hop. L'idée, c'est vraiment que vous nous fassiez part voilà, de quels éléments de suivi vous avez besoin dans Eva pour nous orienter aussi voilà, sur les fonctionnalités à développer en priorité. Et donc là, on parle d'éléments de suivi, que ce soit au niveau effectivement de groupe, de structure, mais aussi peut-être au niveau individuel. Voilà, n'hésitez pas peut-être à préciser. Donc on voit par exemple, oui, des grilles Cléa, je pense, en lien avec les restitutions un peu compétence par compétence, critère par critère. Voilà les progrès des bénéficiaires. Donc on rejoint ce dont on parlait à l'instant sur l'évaluation des progrès. Alors sur le suivi individuel, il existe déjà quelque chose aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le responsable de suivi, c'est-à-dire que quand vous avez des personnes qui sont repérées en situation, enfin en potentielle situation d'illettrisme, vous pouvez leur affecter un responsable de suivi. Euh, voilà, donc ça, c'est une première brique hein, qu'on avait mis en place il y a quelques temps de ça maintenant, mais qui permet déjà de donner suite voilà, à un premier repérage électrisme en affectant en fait un professionnel, un collègue ou vous-même hein, à une personne qui a été repérée. Voilà, c'est une première brique du suivi individuel. L'idée, c'est de voilà, peut-être aller plus loin ou de particulièrement aussi creuser cette idée du suivi de cohorte, du suivi de groupe euh, dont vous pouvez avoir besoin dans certains cas. Et si vous en avez besoin aussi, peut-être dans le nuage de mots, n'hésitez pas à préciser euh, aussi le besoin. Voilà, en tout cas, on va analyser précisément tout ce que vous nous avez fait remonter, voir ce qu'on peut mettre en place de façon lisible, comment on peut faire voilà, de la représentation de données qui soit accessible et qui soit voilà, surtout utile.
Donc merci à tous pour cette contribution. Et puis, on reste bien sûr à votre disposition si vous avez des suggestions plus tard sur chacun des projets produits dont on vous a parlé aujourd'hui et des perspectives pour le service EVA. Avant de revenir sur un temps de questions-réponses pour clore ce webinaire, pour aller plus loin, une fois qu'on a voilà, pris connaissance de ce qui est disponible dans EVA, des usages qu'on peut en avoir. Ce qu'on vous invite à faire, c'est de, si vous n'avez pas déjà fait ces démarches, réfléchir à comment cadrer le déploiement d'EVA au sein de votre structure. Donc, quelle organisation pour votre structure? Est-ce qu'on part sur une seule structure globale? Est-ce qu'on part sur plusieurs structures parce que vous êtes une structure multisite? Une fois que vous avez réfléchi à ça, qui sera référent pour le service EVA dans votre structure? Puisque quand on crée un compte structure dans EVA, eh bien, la personne qui crée ce compte structure se retrouve admin et a une responsabilité d'accepter ou non les demandes de rattachement à la structure en question. Voilà, cadrer l'exploitation d'EVA, donc le moment où vous allez vraiment mobiliser EVA avec les bénéficiaires et comment vous intitulez les campagnes en particulier. J'ai vu passer des questions sur, voilà, j'utilise toujours la même campagne, est-ce qu'il faudra créer une nouvelle campagne? Dans EVA, vous n'êtes pas limité en nombre de campagnes que vous pouvez créer et on vous recommande même de créer des campagnes pour plusieurs types d'utilisation. Il y aura des campagnes diagnostiques, peut-être des campagnes positionnement, des campagnes pour certains dispositifs, pour certains titres professionnels, pour tel ou tel collègue formatrice, formateur. C'est vraiment à vous de voir comment vous utilisez ces libellés de campagne, sachant qu'on est dans un système un petit peu d'arborescence de fichiers avec les campagnes qui sont des dossiers dans lesquels vont se ranger les évaluations comme des fichiers. Donc, pensez, réfléchissez à cette organisation, à cette nomenclature pour vos campagnes. On a une fonctionnalité de responsable de suivi dans EVA. Gaëlle l'a mentionné tout à l'heure. Pareil, qui prendra en charge les différents bénéficiaires. Une fois que vous avez fait ce cadrage, vous pouvez passer voilà, à la création des comptes, à la prise en main de l'outil. On vous invite à tester vraiment les parcours vous-même avant de les proposer aux bénéficiaires. Et puis voilà, une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez mobiliser l'outil directement avec les bénéficiaires. Vous aurez ici en lien la boîte à outils déploiement qui couvre voilà, tout un tas de questions que vous pouvez vous poser quand vous souhaitez déployer EVA dans votre structure. Je pense qu'on pourra remettre aussi le lien dans la conversation en direct. Et puis pour rappel, il y a une playlist dédiée à EVA sur la chaîne YouTube de la NLCI. Donc vous retrouvez sur cette playlist des vidéos de prise en main du service et également un certain nombre de témoignages d'utilisateurs et voilà, de webinaires enregistrés. Le webinaire d'aujourd'hui sera mis à disposition donc, dans cette playlist. Et pour le dernier quart d'heure qui nous reste, je vous propose de refaire un tour de questions-réponses. Donc, je ne sais pas si, Pauline, tu as identifié des questions auxquelles nous pourrions répondre qui n'ont pas été couvertes pour l'instant. Le choix entre diagnostic et positionnement, apparemment, c'est pas encore très clair. Pour ce choix, peut-être les modules diagnostiques sont plus courts. Pour vous donner un ordre d'idée, l'évaluation des compétences de base, donc langagière, mathématiques, dans le volet diagnostic, on est sur 25 minutes. Dans le volet positionnement, on est sur 30 minutes compétences langagières, 30 minutes compétences mathématiques, même si voilà, ça peut bouger un peu. Donc on va beaucoup plus dans le détail avec le positionnement qu'avec le diagnostic. La dimension ludique est vraiment serious game est plus présente sur les modules diagnostiques. Donc globalement, les parcours diagnostiques sont à mobiliser plutôt pour du repérage rapide, ludique, en début d'accompagnement, pour pouvoir prendre en compte ces difficultés dès le départ. Et puis les modules de positionnement vont peut-être intervenir dans un deuxième temps de l'accompagnement, plutôt en début de formation, voilà, en entrée de formation, ou pour vraiment objectiver les besoins des personnes. Après, à vous de voir dans quel cas, voilà, tel ou tel type de parcours sera le plus adapté. Moi, ce que j'aime bien dire en général, c'est qu'il faut imaginer, quelqu'un disait tout à l'heure que on est passé de l'outil EVA au service EVA. Et effectivement, c'est un peu ça. C'est comme si vous aviez une étagère et maintenant vous avez plein de tiroirs et vous pouvez mobiliser en fait vraiment sur mesure
en fonction de vos besoins, du besoin que vous avez d'analyser en profondeur les compétences des personnes, ou si vous voulez juste, dans un premier temps, faire le repérage. C'est un peu comme un entonnoir, hein. Vous allez avoir le diagnostic qui, en général, hein, donc là je fais une généralité, mais et fait passer à un plus grand nombre pour repérer les personnes qui vont être les plus en difficulté. Et ensuite, vous allez pouvoir qualifier plus précisément du coup, ces difficultés avec le positionnement. Euh, donc, ça va vraiment effectivement dépendre de vos besoins. Et puis après, pour chacun de ces parcours, hein, que ce soit diagnostic ou positionnement, vous avez des options aussi qui seront plus ou moins pertinentes pour vous. Donc, on est bien conscient hein, que finalement, on rajoute une brique, donc ça donne plus de possibilités, mais ça rend aussi plus complexe la lecture de tout ce qu'on propose et finalement de ce que vous devriez choisir. Donc, on va travailler là-dessus aussi pour vous fournir aussi un visuel qui vous permettra de mieux comprendre un coup d'œil les possibilités et les parcours qui seront les plus adaptés. Euh, donc voilà, on va un petit peu construire, on construit en marchant au fur et à mesure. N'hésitez pas à tester hein, aussi les parcours et tester les options, que vous puissiez vous faire vous-même votre propre idée de quel parcours est pertinent pour le type de public que j'accompagne, puisque c'est quand même vous voilà, qui serez le plus perspicace par rapport à vos groupes ou vos accompagnements, et de savoir effectivement avec aussi notre galaxie d'outils, si vous utilisez d'autres outils, enfin voilà, comment ça peut être complémentaire ou pas avec ce que vous utilisez. Voilà, en tout cas, on va essayer de rendre ça visuel pour faciliter un petit peu la compréhension de l'ensemble en fait des possibilités qui sont aujourd'hui offertes par l'outil EVA. Mais en tout cas, voilà, sachez que vous pouvez très bien l'utiliser en fait de plusieurs façons, comme le disait Martin, en créant plusieurs campagnes pour répondre à des objectifs différents. Voilà. Et vous n'êtes pas limité du tout dans vos campagnes euh, ou dans le nombre de passations. Je rebondis juste sur ce que tu viens de dire par rapport aux autres outils qu'on peut utiliser en conjonction avec Eva. Une question de Selena sur la restitution du diagnostic numérique. On ne propose pas dans Eva d'évaluation des compétences numériques. On a un petit module qui s'appelle le plan de la ville et qui nous permet en fait, qui a 3 rôles, qui permet de faire une sorte de tout premier test, vérifier que les personnes qui vont utiliser Eva n'ont pas de freins qui sont liés aux compétences numériques pour pouvoir utiliser l'outil. Donc on va tester vraiment le clic, le glisser, déposer, en fait les interactions qu'on va utiliser après dans les tests compétences de base et compétences transversales. Mais on ne propose pas d'évaluation des compétences numériques. En fait, on part du principe que Pix fait ça très bien, que ça, voilà, c'est pas la peine de refaire ce qu'ils font de leur côté. Donc, on vous invite plutôt à vous intéresser à l'outil Pix si vous souhaitez avoir une évaluation des compétences numériques. Le module plan de la ville dans Eva est plutôt un module à la fois tutoriel, à la fois repérage s'il y a vraiment des freins avec le numérique, et dédramatisation aussi de la passation de tests sur un outil numérique. En testant, on montre qu'on ne va pas demander grand-chose en termes de numérique sur la suite du parcours. Je me permets aussi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, pour savoir comment du coup choisir son parcours et cetera. Toutes ces questions-là, elles sont abordées justement dans les webinaires où on voit comment créer une campagne, comment choisir son type de parcours et cetera. Donc pour les personnes, pour lesquelles c'est encore un peu flou, je vous invite vraiment à participer donc du coup à ces webinaires qui ont lieu assez, régulièrement, et ça couvre un peu toutes ces, thématiques, notamment les questions relatives, aux restitutions et cetera. C'est tous ces points sont abordés justement dans ces webinaires. Une question de Mathieu sur le contrôle de l'agence pour éviter les dérives dans l'utilisation. Alors c'est une bonne question, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Eva, on ne souhaite pas qu'il soit utilisé voilà, par des entreprises, par exemple, pour sélectionner des candidats à un recrutement ou à un licenciement. Actuellement, dans Eva, il n'y a pas de typologie de structure entreprise et on n'a pas du tout axé le déploiement en direction des entreprises. Euh, Par contre, on est particulièrement vigilant dès qu'on repère une nouvelle structure qui s'inscrit et qu'on identifie qu'il s'agit d'une entreprise. À ce moment-là, on va investiguer, on va aller voir et prendre contact avec les personnes qui ont créé cette structure pour vérifier voilà, quel est l'objectif dans la mobilisation d'Eva.
Dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on stipule dans les conditions générales d'utilisation du service que, vous devez accepter. Voilà, quand vous créez un compte sur Eva, vous devez accepter les conditions générales d'utilisation et si vous ne les respectez pas, voilà, on supprimera le compte, on supprimera la structure. Il y a une question qui a été posée sur les tests, retests. Est-ce que les activités restent les mêmes ou changent? Donc là, en l'état, ça reste le même, les mêmes exercices, hein. Bon, ils sont adaptatifs, donc en fonction des progrès potentiels de la personne, elle pourra avoir des questions qui lui sont sur le parcours positionnement, des questions nouvelles, hein, qui lui sont posées. On a aussi des questions de rattrapage parfois qui peuvent euh, ben, être posées ou pas posées en fonction justement des réponses. Donc c'est adaptatif, mais ça reste le même parcours. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure. L'idée, c'est de pouvoir justement proposer des options de contextualisation pour éventuellement varier justement les parcours. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Euh, il y a d'autres questions. Il y a une question sur où trouver les statistiques de ma structure. Donc ça, c'est quand vous êtes dans votre interface, vous cliquez en haut à droite sur le nom de votre structure. Et donc là, vous avez le récapitulatif en fait des personnes, des campagnes. Et en dessous, vous avez effectivement les statistiques de votre structure qui sont affichées. On a eu plusieurs questions aussi sur un parcours informatique. Euh, J'imagine que vous parlez euh, enfin, ce que je comprends en tout cas de ce parcours informatique. Il y a aussi eu des questions pour savoir s'il y allait avoir des précisions comme la restitution numératie sur l'informatique. Aujourd'hui, on a un petit module qui s'appelle Plan de la ville Mmh. que vous pouvez choisir en option, hein, que vous pouvez choisir en option sur le parcours diagnostic ou sur le parcours positionnement, qui va vous permettre de vérifier que la personne sait faire les manipulations de base avec l'outil informatique telles qu'elles seront demandées ensuite dans l'évaluation en ligne qu'on propose. Donc, glisser-déposer, clic-souris, saisie au clavier, ce genre de choses. Ce n'est pas un test de compétences numériques, hein. Voilà, c'est vraiment bien la Oui, différence avec Pix. on le redit, voilà, utilisez plutôt Pix pour l'évaluation des compétences numériques, voilà. Nous, on Plan est de la vraiment ville là et pas là pour évaluer les compétences numériques, oui. On est plutôt là pour évaluer si cette personne est capable de faire un test numérique, donc un test sur ordinateur, sans avoir des biais trop forts sur ses résultats, en fait. C'est-à-dire que voilà, la personne ne saurait vraiment pas utiliser l'outil informatique et que ça aurait des conséquences, évidemment, sur la pertinence de sa restitution. Euh, à partir de quelle date pourrons-nous tester cet outil? Voilà, il est bien disponible, le parcours numératie est disponible. Comme le disait Martin, il n'y a juste pas encore le parcours qui comprend la numératie et la littératie, mais vous pouvez dès maintenant tester la numératie sans problème. Voilà une Euh, question sur la possibilité d'utiliser Eva en mode hors ligne. Donc je viens de mettre le lien vers la procédure qui est, détaillée, sur le site, Eva. À noter que, donc il existe une procédure pour utiliser un petit bout d'Eva en mode hors ligne, et ce petit bout ne consiste que, dans les 3 modules, compétences de base du diagnostic. Maintenance, livraison et objet trouvé. Donc vraiment la partie compétences de base du volet diagnostic, ça on peut l'utiliser en mode hors ligne. Le reste pour l'instant ce n'est pas le cas. alors, on peut l'utiliser en mode hors ligne. Cependant, je vous tiens quand même, parce que je crois qu'il y a eu des questions qui étaient vraiment orientées sur les milieux fermés et pénitentiaires. Aujourd'hui, on a eu pas mal d'échanges. Voilà, ça reste très compliqué aujourd'hui hein, de faire passer Eva en milieu fermé pour la simple et bonne raison que vous avez besoin en fait d'amener du matériel pour ensuite récupérer, donc faire la passation avec un matériel que vous auriez emmené de l'extérieur et ensuite pour vous reconnecter avec ce matériel en ligne. Et donc là, en général, en milieu fermé, eh ben, ça pose voilà, un certain nombre de problèmes. Donc aujourd'hui, on est utilisé hein, dans certains milieux ouverts, mais dans les milieux fermés, voilà, ça, c'est en général pas possible, en tout cas. Même sur voilà, ce module diagnostic qui existe en mode hors ligne. Alors, il y a des aspects un peu plus voilà, enfin, quotidiens. L'administrateur, oui, donc vous pouvez écrire à notre support si vous avez des Mmh. problèmes de cet ordre-là. Voilà, bah, écoutez, on va conclure ce webinaire. Merci beaucoup pour vos nombreuses questions. Si vous avez besoin, si vous découvriez un petit peu Eva aujourd'hui à travers cette première présentation avec la numératie et que vous voulez en savoir plus, de pouvoir effectivement
avoir une présentation complète, n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire. Je vais vous remettre l'inscription. Et puis, merci à tous de votre participation. Merci à tous pour vos retours et vos encouragements. On espère qu'on va continuer à satisfaire vos attentes dans les prochaines années et d'être un outil que vous continuez à mobiliser et qui vous aide au quotidien. Merci beaucoup. Merci à tous.